Bien, bonjour. Je vais aborder avec vous l'aspect de l'expert dans le cadre d'une crise. Alors, avec la particularité, c'est que j'ai eu, en tant qu'officier de gendarmerie expert à l'IRCGN, la possibilité d'exercer sous les deux aspects du commandement opérationnel, donc du décideur qui fait appel des experts, et puis de l'expert, qui est lui-même sollicité par le décideur. Et donc, je pense qu'il est intéressant d'étudier la vision que j'en ai sous ces deux aspects. En sachant que le premier point, c'est, je dirais, les recommandations générales lorsqu'il y a une crise. Traditionnellement, le décideur est embêté, il se dit pourquoi ça tombe sur moi. Il a une approche globale de la situation et c'est ce qu'il faut, une approche globale. Il aura besoin, de temps en temps, d'une approche plus spécifique, des domaines d'expertise. Et c'est là où il va devoir faire appel à des experts, à des gens qui ont une connaissance très pointue du domaine. Donc, soyez attentifs à ce que ce ne soit pas l'occasion pour le décideur de se décharger d'une responsabilité. En réalité, un expert donnera un avis, mais le décideur décidera de la meilleure réponse opérationnelle à donner. Donc une fois qu'on a acté ces faits et qu'ils soient connus aussi bien par l'expert que par le décideur, ça permet de travailler déjà dans une démarche plus sereine. Le deuxième point, c'est de trouver un expert qui corresponde à votre besoin, donc parfaitement formuler votre demande et votre attente. Et cela pour trouver l'expert qui correspond à votre demande. Le pire, ce serait de trouver sur quelqu'un qui se prononce d'un domaine qui n'est pas le sien. Donc, soyez attentifs à cet aspect. Le dernier aspect, c'est que lorsque vous employez ou lorsque vous travaillez avec un expert ou avec un décideur, faites en sorte d'avoir des échanges humains. Car même en situation de crise, voire de stress, il ne faut pas que ce stress ou cette crise modifie l'habitude de travail ou gêne ou nuise finalement à ce que l'on attend, c'est-à-dire un processus de décision pour le décideur et un avis construit pour l'expert. Le deuxième point dans le type de besoin d'expert, une fois que vous l'avez ciblé, c'est trouver la technique, trouver en quoi il est spécifique et puis formuler votre question le plus clairement possible. Il faut qu'elle soit formulée dans des termes que vous compreniez et dans des termes que l'expert comprend. Le deuxième point qui est très important dans l'expertise en crise en particulier, c'est l'aspect urgence et délai. Un expert dans son domaine a l'habitude de travailler dans un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ça dépend des domaines de spécialité, mais traditionnellement. Donc, si vous le mettez dans une situation où il va devoir prendre une décision importante, il va devoir donner un avis, faire des analyses, procéder à des investigations sous un temps contraint, il est impératif de lui laisser, en tout cas, une certaine maîtrise de l'échéancier, du délai. Donc, il faut que vous lui expliquiez les besoins, qu'il le comprenne, pour pouvoir se prononcer dans ce délai-là et surtout se donner la possibilité, ce qu'aiment bien les experts, c'est de confronter leur avis, avoir une possibilité de communiquer avec d'autres experts, de partager une expérience. Le troisième point, c'est la responsabilité. N'oubliez pas il ne faut pas que l'expert ait la perception qu'il y a un transfert de responsabilité et que sa conclusion va entraîner toutes les conséquences qu'elles vont devoir être prises qui peuvent être sur la population typiquement et qu'il pense que c'est de votre faute s'il se passe quelque chose. Sans quoi vous n'aurez plus un avis d'expert, il va rester sur un avis mitigé, il n'osera plus conclure. Donc voilà, il faut que les choses soient claires, clairement établies dans votre demande d'un expert et dans ce que vous en attendez. Le deuxième point, le troisième point, et le point à mon avis le plus important, c'est comme je vous l'ai expliqué, quand vous avez une crise, la question naturelle, c'est pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? On a envie de se débarrasser de ce problème. Donc faites en sorte de ne pas céder aux chimères, de penser qu'en transférant, on va aux responsabilités sur un expert ou sur un expert autoproclamé ou sur un expert qui va se prononcer dans son domaine, mais aussi dans d'autres, fort de son expérience, fort des cas précédents. Ils prennent le commandement des décisions. Ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter et c'est votre responsabilité de décideur et c'est notre responsabilité d'expert de toujours rester dans le domaine de compétences. Il est clair que si un décideur laisse des experts autoproclamés se prononcer sur tous les sujets, c'est pas d'un expert qu'avait besoin le décideur, mais c'est d'un ange gardien, en finale, parce que les décisions ne seront pas construites. Donc maintenant, je vais vous parler quand même de mon expérience en tant qu'expert, lorsque j'ai été mandaté de nombreuses fois. La première crainte que j'ai toujours, c'est l'instrumentalisation. C'est-à-dire que les gens se sont déjà fondés une décision et ils ont déjà pris leur décision, mais ils ont besoin d'un expert pour confirmer leur avis.
Alors c'est ce qu'il y a de pire, parce que vous sentez, ça se sent tout de suite, hein, et vous sentez bien que vous allez être manipulé. C'est votre crainte. Vous craignez que l'on vous force, qu'on vous amène à prendre une décision qui n'est pas celle qui est le fruit de votre expertise, mais qui est, j'allais dire, le bruit environnant. Tout le monde attend cette décision, donc vous êtes forcément, si vous n'allez pas dans cette décision, c'est que vous êtes un mauvais expert. Le bon expert a la même décision que celui qui va être le décideur. Donc voilà, donc j'ai des cas comme ça assez nombreux, dont une en particulier d'un incendie où j'avais été et où la personne avait été blessée dans un incendie de caravane. Son épouse avait fini par avouer que c'était elle qui l'avait fait, mais les explications qu'elle donnait ne collaient pas du tout avec l'expertise que j'ai réalisée. On a fini par avoir l'information comme quoi l'épouse, pour protéger son fils, parce qu'elle pensait que c'était son fils qui avait tué son mari, avait inventé cette histoire de mise de feu qui ne collait pas avec les constatations. Et puis le fils n'y était strictement pour rien. Finalement, c'était un amant qui avait tué la personne. Tout ça pour vous dire que le plus important, on n'est pas là en tant qu'expert. Vous ne demandez pas à un expert de confirmer votre avis, vous demandez à un expert de vous faire, de donner son avis, le fruit de son expertise. Des fois, et après, il faut le faire rentrer dans le scénario. Le deuxième point qui est très important, ou le dernier point, le deuxième point qui est très important, c'est le besoin d'information d'un expert. Les informations, même en situation de crise, peuvent être changeantes. Les choses changent. Si c'est une expertise dans le cadre, je ne sais pas, de crainte d'éboulement d'une route ou ce genre de choses, les conditions peuvent changer, peuvent être amenées à changer. Il est important qu'il y ait un processus d'itération et d'échange entre l'expert et le décideur et le partage d'informations. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver, c'est de prendre une décision sur des éléments qui ont changé pour lesquels vous n'avez pas été informé. C'est une dernière recommandation. Sachez que l'expert le fait, en tout cas moi je le fais. Les décisions, je trace chacune des informations qui me sont communiquées et qui servent à établir mon diagnostic, ou en tout cas mes conclusions. Je recommande aux décideurs de faire la même chose, de manière à ce que si en finale la décision est mauvaise et qu'il s'avère que cette décision a été prise pour une mauvaise raison, tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné la bonne information, il y aura une recherche de responsabilité à l'issue. Donc aussi bien pour le décideur que pour l'expert, il est important de bien tracer les informations. Et donc l'échange prend ici toute son importance, ne serait-ce que pour le post-événement. La deuxième chose, ou le troisième élément qui est un peu problématique, c'est quand je rendais mes expertises, c'est la difficulté de compréhension des résultats d'expertise. Généralement, les gens attendent, posent une question, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, voilà, ils attendent ça. Dans la réalité, les expertises ne sont jamais aussi tranchées. Il y a toujours une mesure d'incertitude qui en science est parfaitement connue par l'expert, elle est déterminée, elle est évaluée, on est capable de la donner aux décideurs, ou alors, pour parler dans un langage plus commun de gestion de crise, il y a toujours une part de risque qui est maintenue et qui revient aux décideurs. Donc il est important de la connaître, en tout cas de bien la comprendre, et il faut savoir que ça fait partie de la décision. Et que l'expert, c'est pas parce qu'il est mauvais qu'il le donne à 96%, ou c'est pas parce qu'il est bon qu'il donne à 100%. Méfiez-vous qu'un expert ne vous donne pas 100% parce qu'il va plus loin que de son domaine réel de compétences. Donc ça, c'est un point qu'il est important de prendre en compte, tout comme le fait qu'un expert, lorsqu'il vous rend sa conclusion, il est capable de l'expliquer étape par étape son raisonnement. Et je recommande à chaque fois aux décideurs de prendre le temps d'écouter cette démonstration. Le dernier point que je veux aborder dans le domaine de la gestion de l'expertise et de la crise, c'est que souvent on n'appelle pas un seul expert, on a plusieurs experts, que les expertises ne sont pas forcément toutes dans le même sens. Parfois, il en sort un consensus entre les experts et parfois il n'en sort pas de consensus. Donc ne pas insister pour que un consensus sorte, ne pensez pas que c'est par cette décision de consensus qui sera la décision. Il est préférable d'avoir des avis bien tranchés, bien explicités, qui permettent aux décideurs ensuite de trancher en fonction de ces éléments, plutôt que de demander à des experts de faire du compromis sur leur décision, qui en final ne sera plus vraiment une décision tranchée et argumentée qui vous permettrait de conduire sereinement votre décision. Donc ça, c'est un point très important dans la prise de décision, dans le partage de la connaissance de l'expertise. Voilà, une domaine d'un expert a une connaissance théorique, il y a aussi une connaissance pratique. Il faut savoir écouter les deux. Les deux ont leur intérêt, mais il faut savoir qu'il faut qu'à chaque fois il y ait un argumentaire détaillé, voire une confrontation, et qu'en final, de ces éléments qui ressortent de ces confrontations, on arrive à prendre une décision.
Alors je dirais pour conclure, hein, vu sous les deux aspects que j'ai eu à traiter de l'expertise en tant que décideur ou en tant qu'expert moi-même, hein, le point clé c'est de bien préparer, hein, sa situation de crise pour pouvoir bien la gérer, hein, lorsqu'elle arrive, et tout ça pour en sortir gagnant en finale. Parce que, en tant que décideur, on apprend beaucoup, hein, des différents experts, et que ça resserre toujours, et qu'en tant qu'expert, on apprend toujours à voir fonctionner des décideurs différents dans leur processus d'argumentation ou de construction d'une décision.